Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je regrette que Marc Gigé n'ait pas pu rester parce que j'aurais échangé avec lui. On a eu une petite séquence de PSA bashing et de French Innovation bashing. Moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là, hein, de l'innovation, de la désillusion, disons, et l'idée de dire que c'est pas, on fait tout mal, on est tous, je dirais, on est complètement à côté de la plaque. Moi, comme lui, je voyage aussi pas mal dans des lieux où il se passe des choses, aux États-Unis, au Brésil, à Singapour, en Israël. Et franchement, quand je reviens en France, je ne suis pas du tout dans la situation de dire que la France est totalement décalée. Ça, je ne suis pas d'accord avec ce discours-là. Je lui dis, je lui redis, c'est vrai. Alors maintenant, sur la question du PSA bashing, ben, c'est clair que on est l'objet de toutes les attentions, hein, et il ne se passe pas un jour dans l'actualité sans qu'il y ait une info. Mais en fait, on prépare l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout dans un mode de sinistrose non plus au sein de PSA. En fait, Thierry Peugeot, le président du conseil de surveillance, il nous dit régulièrement, pour nous remonter le moral, hein, quand on a un petit coup de mou, il nous dit la famille, elle a connu 5 super grosses crises, des faillites, des usines détruites et tout. Et l'esprit d'entreprise, en fait, a toujours repris le dessus. Il y a une vertu, en quelque sorte, et il ne faut pas se décourager. La période qu'on vit actuellement, c'est une période, en fait, probablement de renaissance. Alors, par contre, on est confronté à des défis sociétaux extraordinaires. Et quand Marc Gigé, donc, finalement, concentré, et à juste titre, il disait éducation, transport, santé. Ah oui, ben c'est clair. Il ne faut pas avoir fait des super études pour se rendre compte que c'est là-dessus, sur l'éducation, le transport et la santé. Et il est certain que les voitures que nous avons construites depuis des décennies, qui en fait sont fondées sur le modèle tayloriste, puis aussi le concept de la voiture développé par Henry Ford, repris par André Citroën, c'est la caisse autoporteuse, c'est cette voiture eh bien, qui n'a pas énormément changé, même si l'électronique est rentrée, même si du numérique rentre, on n'a pas énormément changé le paradigme de la voiture. Et bien là, nous, on est en train de préparer la révolution automobile, la révolution des systèmes de mobilité. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a une compétition extraordinaire en termes d'innovation. Alors, là aussi, Marc Gigé parlait le fait de parler tout le temps de technologie. Mais en réalité, on ne drive pas, disons, on n'imagine pas les systèmes de mobilité du futur à travers les technologies, mais plutôt à travers les défis sociétaux. Et il y en a 3 énormes défis sociétaux qui sont face à nous et qu'on tente de relever. Il y en a un, c'est le changement climatique. Un second, c'est l'aspiration à la sécurité et au droit à la mobilité. Contrairement à beaucoup qui voudraient finalement régenter le droit à la mobilité, il y a une formidable aspiration. Et quand on imagine par exemple de vouloir limiter le nombre d'automobiles en Chine ou dans des pays émergents, ça n'a pas de sens en fait. La classe moyenne est en croissance, contrairement à ce qu'on dit, elle n'est pas en train de se détruire. Dans beaucoup de pays, cette classe moyenne, elle est enthousiaste, elle est volontariste, elle a besoin de mobilité, elle a besoin de voitures. Et donc en fait, mais il y a ce grand défi climatique. Et c'est clair que quand on est à Shanghai ou à Wuhan ou dans plein d'autres villes chinoises et qu'à 10 heures du matin, on voit déjà plus le soleil parce que c'est complètement obscurci, une sorte de smog, il est certain que là, on revient, on se dit, mais il faut concevoir de nouveaux systèmes de mobilité. Voilà. Et il n'y a pas que le CO2. Et puis le second défi, c'est l'aspiration à la sécurité, à la mobilité. Le troisième défi, c'est celui des nouveaux usages. Et c'est vrai, et quand on parle par exemple le terme à la mode, hein, la silver economy, eh bien il est décliné aussi pour la mobilité, la silver mobilité. Il y a une initiative là, ministérielle auquel on participe, hein, d'ailleurs sur la question de la silver mobilité.
Eh bien, cette question, elle est fondamentale. C'est aussi une question du droit à la mobilité pour les personnes âgées, mais aussi pour les handicapés. Et c'est vrai que c'est un défi. C'est un défi. Et après, il y a donc ces trois grands défis sociétaux. Eh bien, ils sont nos drivers. Ce n'est pas la technologie, c'est sur ces défis. Ensuite, la question, c'est le numérique. Eh bien, en fait, le numérique, on s'englose beaucoup, on théorise sur le numérique. En réalité, moi, je prépare le post-numérique. Parce qu'en fait, le numérique n'est en fait qu'une étape. Pourquoi vouloir digitaliser et pourquoi réduire tout au binaire alors que notre propre cerveau ne fonctionne pas en binaire? Il n'est pas numérique, notre cerveau, il est analogique, il est biologique, il est tout sauf numérique. Et en fait, le numérique n'est qu'une étape. Il est probable que dans 15 ans, dans 20 ans, des travaux permettront de réaliser des systèmes de calcul et de compréhension qui ne sont pas numériques. Et alors on reviendra sur ce qu'on a dit en 2014, comme ça on dit l'ère du numérique, l'ère du numérique. Mais non, 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 non. Non, il y a une autre ère, probablement l'ère biologique qui se prépare et qui est autrement plus puissante que l'ère du numérique. Donc ça, j'aurais aussi un petit peu dédramatisé sur le numérique. Et moi, j'en ai pris conscience de ça. Moi aussi, j'étais tout concentré sur le numérique. Et d'ailleurs, nos voitures, les voitures vont devenir des nœuds des réseaux de transmission d'informations. Mais moi, je me force à ne pas parler de numérique. Je parle par contre de réseaux de communication, de réseaux d'information, et c'est clair que ces nœuds sont convoités, ces nœuds mobiles sont convoités. Il est clair qu'il ne se passe pas 2 semaines sans qu'il y ait un géant du web américain ou autre qui vient nous voir pour nous dire, vous savez, les gars, là, vous savez construire des voitures, eh bien, continuez à construire des voitures comme vous savez les faire, vous savez bien les construire, tout. Mais nous, laissez-nous, on va s'occuper du traitement de l'information de vos voitures. Finalement, ils nous proposent de devenir des Foxconn, en fait, de l'automobile. C'est-à-dire de dire, eh bien, fabriquez des voitures, vendez-les sous forme générique, et nous, on fera le business avec. Et nous, on ne veut pas. On ne veut pas ça. On ne veut pas parce que, en fait, la voiture n'est pas un smartphone. Alors, le patron de Ford avait un peu choqué, il avait créé un choc salutaire au salon de Genève. Il avait dit l'automobile du futur, c'est un smartphone sur 4 roues. Donc, c'était pour dire ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mettez un smartphone, c'est plein de bugs. Est-ce que vous acceptez que votre voiture soit plein de bugs et pourtant, malgré toutes les précautions qu'on prend pour sortir des voitures fiables et de qualité, et tous les constructeurs sont confrontés au problème des rappels, au problème il faut des millions de kilomètres pour arriver parfois à repérer un problème de fiabilité. Les voitures, c'est extrêmement complexe. Peut-être trop complexe. 3600 pièces, systèmes, sous-systèmes. Pourquoi faut-il plus de 14 000 ingénieurs en R&D? On dit, ouais, vous avez trop d'ingénieurs. Mais pourquoi on a besoin d'autant d'ingénieurs? Parce qu'en fait, on a atteint un niveau de complexité de système qui est extrêmement élevé, avec une très forte composante, alors là, de simulation numérique et tout ça. Alors, comment on organise le futur? Eh bien, comment on essaye de l'imaginer? On essaye déjà de le voir plus simple. Donc là, c'est la simplicité. On adresse les 3 grands défis sociétaux. On se met comme ligne de conduite la simplicité. On est human-centric, c'est-à-dire on met l'homme au centre, et donc les usages. On regarde et on sait bien que les nouvelles générations n'ont pas l'imaginaire de l'automobile, à tel point qu'on participe à une chaire sur la modélisation des imaginaires. C'est le philosophe Pierre Musso qui en est le titulaire. Et ça se passe à Télécom ParisTech avec l'Université de Rennes 2. Et on travaille avec des informaticiens, des sociologues, des designers aussi pour essayer de comprendre cet imaginaire. L'imaginaire sans automobile et comment reconstruire avec Dassault Systèmes, avec Ubisoft, avec Orange. On est vraiment dans le trend de finalement projeter un véhicule pour le futur.
Alors maintenant, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, on a mis en place une stratégie d'innovation ouverte, un Open Innovation. Alors nous, il y a encore 4 ans, on n'en avait pas. Alors on a fait venir Marc Gigé. Comme là ce matin, il est venu nous voir à Vélizy. Il nous a fait il nous a bien déstabilisé. PSA, c'est un groupe d'ingénieurs, hein, c'est un groupe de commerciaux, c'est un groupe assez classique en fait. Et Marc Gigé nous a dit, tout ce que vous faites, ça va pas, il faut tout refaire. Bon, comment on a fait? Eh bien, on a monté notre Open Innovation à notre sauce. On a pris 4 pôles. Et ces 4 pôles de l'Open Innovation, eh bien, ils apparaissent ici. On a considéré en fait que s'il fallait être open, il fallait être open sur tous les corps sociaux. Donc il y a l'Open Innovation du monde académique, il y a l'Open Innovation avec les institutions, les corps intermédiaires, l'Open Innovation avec les individus, c'est-à-dire là, human-centrique, disons, et l'Open Innovation avec les entreprises. Et on y est allé franco. C'est-à-dire, en fait, on s'est dit, on va pas théoriser sur l'Open Innovation, on va se monter un réseau académique. Et c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, nous avons 5 Open Labs en Chine, nous en avons un au Brésil, 10 en France, une cellule d'innovation en Suisse et puis une cellule d'innovation à Singapour là, que nous ouvrons au printemps prochain. Et on s'est posé la question de la propriété intellectuelle. Parce qu'en fait, c'est très concret. C'est que un groupe comme le nôtre, c'est le plus gros. On est le plus gros déposant de brevets en France. Hein, vous savez, 1200 demandes par an. On a une forte politique d'incitation à l'invention au sein du groupe. Il y a vraiment des palmarès d'inventeurs. Chaque mois, il y a des incitatifs pour les inventeurs. Et donc, finalement, la propriété industrielle, on en a suffisamment à la maison. Donc on s'est dit, finalement, à l'extérieur, on ne va pas mettre ça en avant. On va vraiment jouer la carte open, donc avec une politique de propriété intellectuelle très détendue, en quelque sorte, hein, pas de stress, une approche, en fait, aussi ouverte aux autres disciplines. Donc nos Open Labs ont un cœur thématique, mais sont ouverts à d'autres disciplines, sciences humaines. Et nous avons aussi intégré dans nos Open Labs les dimensions sciences humaines. Et nous avons associé à ces Open Labs des chaires de mécénat. Nous étions totalement vierges. Encore il y a 4 ans, nous n'avions pas de chaire de mécénat. Là, actuellement, nous en avons une dizaine dans le monde, dont une à l'UPMC, une qu'on va bientôt ouvrir avec l'autre constructeur français, à l'UPMC aussi. Et nous avons des chaires dans les grandes écoles françaises, mais aussi à l'international, dans des universités. Et nous soutenons beaucoup aussi l'initiative de l'Université de Paris-Saclay, parce que nous avons aussi... et voilà, nous avons un programme de chaires. Alors ça, c'est l'Open Innovation académique. Elle est absolument indispensable pour vraiment être au cœur de la création de la valeur scientifique. C'est-à-dire que nous sommes convaincus qu'il faut être sur les campus. Et il y a des campus assez emblématiques dans le monde, comme à Singapour, certains campus chinois, le Technion en Israël, qui est en matière d'innovation peut énormément nous donner des leçons. Et aux États-Unis, nous avons choisi Georgia Tech. Georgia Tech parce que ça correspond un peu, je dirais, à l'esprit de notre groupe. C'est un hub aussi. Nous considérons Georgia Tech comme à la fois une base technologique, une grande université de technologie, mais avec des relais à Caltech, au MIT, à Stanford, donc depuis Georgia Tech. Ça, c'est l'Open Innovation académique. Maintenant, l'Open Innovation individu, nous avons joué à fond la carte des challenges collaboratifs, des plateformes, et nous avons plusieurs challenges qui ont très bien marché. Nous venons d'en conclure un à l'EPFL, un challenge sur le bien-être à bord, et c'est passionnant, en fait. Donc ce sont des challenges, ce qu'on appelle, nous, les challenges individus. Et puis, dans le domaine des entreprises,
nous avons décidé de rompre la frontière dite de la filière automobile et de travailler avec l'aéronautique, avec le monde de la santé aussi, les industries de la santé, dans une approche totalement ouverte. Et ça, c'est l'entreprise. Maintenant, notre chantier, ce sont les PME, les start-up. Et nous venons de lancer la semaine dernière un portail dédié aux PME start-up qui leur permettent d'accoster. C'est toute la difficulté avec les PME start-up. Certes, nous sommes dans les pôles de compétitivité, un nombreux pôles de compétitivité. Et nous allons, dans quelques jours, ouvrir le VDCOM, hein, l'Institut mutualisé donc avec la filière automobile. Et c'est un lieu de la rencontre avec les PME, les start-up aussi. Mais nous avons aussi décidé, avec la direction des achats, qui est souvent le frein concret dans la relation avec les start-up et les PME, de monter en fait un programme spécial start-up PME. Et ça, c'est important pour la suite. Et puis, nous avons aussi l'Open Innovation Institution. Et cette Open Innovation Institution, eh bien, c'est vraiment la plongée au cœur du sociétal, hein, c'est donc les corps intermédiaires, les représentations syndicales, les syndicats professionnels aussi, les ministères. Et c'est assez extraordinaire l'ébullition qu'on peut obtenir dans la relation lorsqu'on fait de l'innovation sociale. Et alors là, ça rejoint, je dirais, le message de Marc Gigé, c'est de dire l'innovation, elle n'est pas que technologique, elle est au cœur de l'éducation, de la santé. Et nous, en tant qu'acteurs du monde des transports, à travers les services de mobilité, eh bien, nous jouons cette carte. Voilà, c'est ce que le témoignage que je voulais vous apporter, c'est qu'en fait, d'abord un témoignage plutôt d'optimisme, hein, même si ce n'est pas un optimisme insensé, mais c'est de dire qu'en France, il y a une démarche qui est positive en matière d'innovation. Moi, je vois des campus en parcourant la France aussi, des campus qui se dotent de centres d'innovation. Vous en avez un, vous, à l'UTC, mais de nombreuses universités en région dans lesquelles nous avons installé nos Open Labs s'équipent. Les startups françaises sont reconnues, ne serait-ce que là, dans le domaine du consumer electronics, là, on a vu le succès des startups françaises à Las Vegas. Elles sont reconnues. Il y a des startups aussi qui passent le cap des 5 ans, hein, et qui fonctionnent. Donc un message plutôt positif. Dire aussi que l'automobile en France, eh bien, c'est un défi. Nous venons signer le nouveau contrat social, donc avec les partenaires syndicaux, un nouveau contrat social dans lequel on s'engage à maintenir la majeure partie, donc 85% de notre R&D en France. C'est un défi. C'est vrai que ça aurait été plus simple de transférer, comme d'autres l'ont fait, notre R&D en Roumanie ou en Inde. Ça, c'est simple, on aurait pu le faire, on ne l'a pas fait. Alors maintenant, on nous fait du PSA bashing, mais on a quand même maintenu notre R&D en France. Et puis aussi le fait qu'on maintienne l'outil industriel et qu'on ait négocié avec les syndicats la possibilité de maintenir au moins 1 million de véhicules par an en France. Mais c'est un défi, c'est pas simple du tout. Et voilà, donc je vais montrer quand même qu'il y a des choses qui marchent. Notre avenir, vous le savez, il passe aussi par la Chine et on met le paquet en Chine. Et en Chine, on investit non seulement sur le plan industriel, mais aussi sur le plan d'innovation, sans transférer, hein, sans dépouiller notre base R&D en France. Hein. Donc on a aussi une activité d'innovation en Chine. Et ça, c'est avec des universités chinoises et sans complexe. Voilà, donc ça, c'est des choses qui marchent. Voilà, je vous remercie pour votre attention et voilà. Merci.